Comment le dumping détériore-t-il le tissu social, économique et culturel ? Le dumping est une pratique qui consiste à vendre un bien nettement en dessous du prix en vigueur dans un pays donné. Il s'agit le plus souvent d'entreprises étrangères qui, au profit d'une production à bas coût, fixent des prix bien inférieurs à celui d'articles similaires fabriqués dans des pays occidentaux. La mondialisation et l'essor du libre marché ouvrent une concurrence planétaire en faveur des sociétés bradant leurs prix, souvent établies à l'autre bout du monde. Nous allons ici détailler le mécanisme permettant à ces entreprises une telle compétitivité sur leurs tarifs et les conséquences souvent dramatiques autant pour leurs adversaires économiques que pour leur propre main-d'œuvre. Commençons par un postulat incontournable, celui du principe coût-bénéfice. Le prix de vente d'un objet est calculé sur la base des coûts de production, c'est-à-dire la somme de ce qu'on appelle les charges, l'achat des matières premières ou le prix de l'énergie consommée pour leur extraction, le raffinage, l'usinage, la fabrication et l'acheminement du produit final, le salaire des employés, les emprunts à rembourser auprès des investisseurs, le loyer ou le prix immobilier des infrastructures, l'entretien et la maintenance des locaux de travail, du matériel de production, la redevance reversée aux distributeurs ou à la plateforme de vente, etc. À ces coûts de production s'ajoute une marge qui constitue les bénéfices de la vente. Ces bénéfices servent à trois choses. D'une part, peut-être la plus notoire, est de rétribuer les investisseurs et les actionnaires. D'autre part, de constituer une réserve, c'est-à-dire d'augmenter le capital de la société en prévision de futures dépenses et de jours pluvieux. Enfin, le plus important, est d'investir dans l'entreprise pour développer ses activités, par exemple en renouvelant le matériel de production, en augmentant le parc de machines, en recrutant un plus grand nombre d'employés ou de prestataires, en augmentant les salaires, en développant de nouveaux réseaux de distribution, en prospectant sur des nouveaux marchés, en faisant connaître son produit auprès du grand public, entre autres via la publicité, etc. L'intérêt de toute entreprise et de tout dirigeant dans notre système capitaliste est d'augmenter ses bénéfices. Les deux consignes primordiales pour y parvenir sont de réduire les coûts de production et d'accroître le marché. La sociologue Marie-Anne Dujarier, dans son livre « Le management désincarné », répertorie de multiples stratagèmes pour y parvenir. Deux entreprises sur un même territoire auront des coûts de production du même ordre de grandeur, dont une part identique car appliquée à tous sur ce territoire. Citons dans le cas de la France les cotisations sociales, les impôts sur les entreprises, le prix du kilowattheure, les droits des travailleurs, congés payés, semaine de 35 heures, SMIC, etc. Ces deux entreprises voisines devront plutôt rivaliser d'ingéniosité pour, par exemple, améliorer la performance de leur système logistique, séduire la clientèle via des campagnes marketing ou encore tirer profit des failles béantes dans la législation pour mettre en place leur optimisation fiscale, qui n'est autre qu'un néo-parler pour désigner une évasion fiscale légale. Nous y reviendrons un peu plus tard. Une entreprise étrangère, soumise à d'autres lois et donc à d'autres régulations, celles de son propre pays, n'aura peut-être pas à payer toutes ces charges qui incombent aux entreprises françaises. Ces coûts de production peuvent être allégés de multiples manières. Le faible salaire versé à ces travailleurs, la durée prolongée de leur temps de travail, l'absence de congés payés, d'assurance maladie, de contrats de travail, l'absence d'entretien des locaux et du matériel parfois vétuste, le non-respect des normes de sécurité, le travail forcé, le travail de mineurs, le pillage de matières premières, l'utilisation frauduleuse de substituts dans la composition d'un produit pour en augmenter le volume, etc. Cette entreprise décide un jour de mettre la main sur un marché étranger. Ces tarifs seront nettement en deçà des prix pratiqués dans le pays ciblé en raison d'un avantage déloyal qui réside dans ses faibles coûts de production, mais aussi un taux de change avantageux de sa devise monétaire, sous-valorisée par rapport à celle du pays de destination. En somme, la main-d'œuvre est peu rémunérée et au moyen d'une monnaie faible, alors que le produit final est vendu au moyen d'une monnaie forte et à un prix aligné sur un coût de vie plus élevé. Des livres de management, de business et de développement personnel, tels que La semaine de 4 heures de l'américain Timothy Ferriss, invitent d'ailleurs le lecteur et tout futur entrepreneur à tirer parti sans vergogne de ces inégalités inacceptables. Prenons également le soin de mentionner que les produits mis en vente par les deux entreprises concurrentes, locales et étrangères,
sont peut-être comparables, mais loin d'être identiques. Convoquons à l'appui l'exemple du miel chinois, notoirement coupé au sucre pour en augmenter le volume et ainsi en réduire le prix. Le livre de Christophe Brusset intitulé « Vous êtes fou d'avaler ça » dévoile les coulisses de l'industrie agroalimentaire. Quoi qu'il en soit, les acheteurs, dont le critère premier est majoritairement les dépenses financières, privilégieront bien souvent le produit le moins cher. S'enclenche alors un cercle vicieux dont voici le déroulé. Les entreprises locales, n'étant pas en mesure de rivaliser face à cette concurrence acharnée, finissent par faire faillite. Avec elles, ces employés, sous-traitants et fournisseurs se retrouvent sans travail, et donc sans salaire. D'une part, ces anciens salariés collectent à présent leurs indemnités chômage dans les caisses de l'État, leur offrant provisoirement un moyen de subvenir à leurs besoins. D'autre part, ils ne participent plus à renflouer ces caisses pour la gestion du pays via, entre autres, l'impôt sur le revenu ou la TVA, puisque leurs dépenses se sont raréfiées suite à la perte de leur emploi. Cette réduction de leurs dépenses s'en ressent auprès des commerces de proximité dont les ventes ont tendance à diminuer compte tenu de la perte de leurs clients. L'entreprise de départ ayant fait faillite, elle ne paie plus, elle non plus, ni d'impôts sur les sociétés, ni de cotisations sociales. Écoles, ambulances, hôpitaux, pompiers, policiers, fonctionnaires d'État et autres membres du service public dépendent de ces taxes et impôts pour assurer leur fonctionnement. De près comme de loin, l'acquisition par des entreprises étrangères de marchés économiques locaux va de pair avec la dégradation de la qualité de vie des habitants et à terme de leurs avantages sociaux. En parallèle, il est évident que ces sociétés étrangères, adeptes du dumping, ne cherchent en rien à rémunérer honnêtement leurs propres salariés ou même à leur procurer des conditions de travail décentes. Nous allons y venir. Elles cherchent bel et bien à maximiser leurs profits pour s'accaparer de nouvelles parts de marché, pour ainsi engendrer des bénéfices toujours plus grands et allouer à ses dirigeants et associés une part conséquente des revenus générés. Ces organismes n'agissent ni dans le bien du droit social, ni dans l'intérêt du bien commun. Preuve à l'appui, l'effondrement en 2013 d'un immeuble du Bangladesh, le Rana Plaza, fait plus d'1 millier de victimes. Ce bâtiment, qui abritait plusieurs ateliers de confection pour des marques de vêtements internationales, avait pourtant fait l'objet d'inspections rigoureuses et des consignes d'évacuation avaient été données suite à la découverte de fissures suspicieuses dans les murs. Les défunts ouvriers avaient pourtant été obligés, par leur employeur, de revenir travailler malgré les dangers évidents. L'État, conscient des risques et des conséquences désastreuses du dumping, peut décider de façon arbitraire d'instaurer une taxe anti-dumping. Lorsqu'un produit étranger menace une industrie locale, et ainsi un grand nombre d'emplois, un surplus tarifaire peut être imposé au prix de vente de ce produit pour compenser l'écart de prix, contrecarrant ainsi la concurrence trop agressive et dissuadant les acheteurs de le privilégier face à l'alternative locale. Si ces derniers persistent dans leur décision, cette taxe anti-dumping, collectée lors de l'importation du produit étranger, servira alors à compenser la perte de marché des entreprises locales et à les soutenir financièrement en la leur reversant. Rappelons que cette explication est une version volontairement simplifiée d'un mécanisme en réalité complexe. Pour mieux le comprendre, illustrons-le d'un exemple. L'industrie métallurgique chinoise, dont les prix de vente défient toute concurrence, menace la sidérurgie européenne. Cette dernière emploie près de 330 000 personnes dans l'ensemble de l'Union européenne. Pour éviter l'effondrement de ce secteur tout entier, la Commission européenne impose des taxes allant jusqu'à 19% sur les importations d'acier en provenance de la Chine. L'absence de telles mesures préventives et du soutien de l'État a, par exemple, décimé l'industrie française du photovoltaïque ces dernières années, victime de la concurrence asiatique. Le documentaire Arte « L'illusion de l'énergie verte » détaille ce processus. Enfin, les conséquences sur les rapports internationaux de l'instauration d'une taxe anti-dumping sont sévères. Il en résulte un retour de flamme avec une surtaxe à la douane des biens exportés. Il s'agit tout bonnement de la notion de guerre commerciale entre les nations. La France, qui vend à l'étranger 30% de sa production de vin, un tiers de ses équipements militaires et génère 13 milliards d'euros annuels pour l'exportation de produits cosmétiques,
aurait fort à perdre en instaurant des taxes anti-dumping de façon systématique. La sauvegarde d'emploi dans un secteur engendrerait la perte d'emploi dans d'autres secteurs. Il s'agit une fois encore de jauger savamment l'équilibre avantages-inconvénients mis en jeu dans l'instauration de telles démarches. S'ajoute à cela un autre niveau de complexité, celui de l'entreprise locale s'approvisionnant en produits étrangers, accessibles à tous en vente directe, auquel elle incorpore ses charges et sa marge bénéficiaire. Cette entreprise fait en définitive office de distributeur, d'intermédiaire, et se rémunère sur cette prestation somme toute superflue. Il devient difficile dans ces circonstances de justifier l'achat d'un même article à un prix plus élevé pour l'unique raison de passer par ce représentant local, qui n'apporte en soi aucune valeur ajoutée au produit initial. Outre les entreprises privées, la pratique du dumping peut également être adoptée par des États. On parle alors de dumping fiscal. Un pays décide par exemple d'une fiscalité attractive, incitative, avantageuse, pour attirer sur son sol les capitaux de sociétés étrangères au détriment des pays voisins. Ce pays profite à ce moment-là des impôts, certes allégés d'un point de vue relatif, mais pas moins considérables d'un point de vue absolu, payés par les multinationales domiciliées sur son territoire. C'est le cas, au sein de l'Union européenne, de l'Irlande, du Luxembourg, des Pays-Bas ou de Jersey, qui accueillent les sièges d'Apple, de Google, de Facebook, de Microsoft, de Yahoo, de Ikea, de Pepsi ou encore de Airbnb. Les accords de libre-échange au sein de l'Union européenne permettent à ces multinationales d'accéder au marché de tous les États membres tout en payant un taux d'impôt sur les sociétés très avantageux et déconnecté des lieux où les ventes sont réalisées. Évoquons pour finir l'exemple de la concurrence féroce qu'une multinationale, telle Nestlé, Hershey ou Mars, peut représenter pour les entreprises locales de pays exploités. Si le dumping constitue à vendre un bien à rabais pour rafler des parts de marché, la concurrence déloyale s'exprime aussi par des achats de matières premières à des prix artificiellement gonflés pour évincer toute compétition. En prenant l'exemple de la Côte d'Ivoire, le plus grand producteur de cacao au monde, nous pourrons appuyer nos propos sur l'ouvrage de Jean Ziegler, intitulé « Le capitalisme expliqué à ma petite fille, en espérant qu'elle en verra la fin ». Voici donc la méthode par laquelle une société milliardaire pousse les firmes locales à la faillite pour s'emparer du monopole d'un produit sélectionné. La société prédatrice, souvent étrangère au pays d'exploitation, propose aux fermiers, à l'agriculteur ou aux cultivateurs de fèves de cacao un prix d'achat nettement plus élevé que ses rivaux locaux. Les fonds et les revenus de cette société lui permettent sans difficulté d'absorber ce surcoût, qui plus est temporaire, comme nous allons le voir. Les concurrents commerciaux sont vite écartés des négociations s'ils ne peuvent pas à leur tour aligner leur prix sur cette hausse tarifaire. Dans la majorité des cas, ils en sont incapables et perdent donc leur contrat d'achat. Ainsi privés de leurs matières premières, ils finissent par faire faillite une fois tous les planteurs de cacao ralliés aux géants industriels, profitant pendant un temps de ventes majorées. Ces entreprises en faillite sont parfois même rachetées par la multinationale en question, et ce pour une bouchée de pain. Une fois celle-ci ruinée et fermée, la société étrangère détient le monopole de l'achat de la matière première concernée, ici le cacao. Elle peut donc décider d'une baisse massive de son prix d'achat sans se voir opposer quelconque résistance auprès des producteurs qui n'ont plus aucune alternative en raison de l'absence de toute concurrence. Ces derniers qui, à court terme, ont profité d'une hausse momentanée de leur prix de vente, subissent alors la tyrannie commerciale du seul et unique acquéreur omniprésent sur le marché. Cette stratégie commerciale et prédatrice assure à celui qui détient le capital de départ de rafler tous les contrats. Pour reprendre les mots de Jean Ziegler, mentionnés précédemment, je cite « C'est ainsi que le sacro-saint principe néolibéral de traitement égal des investisseurs, imposé partout par les cosmocrates, fait obstacle à l'industrialisation et donc à la sortie de la misère des pays les plus pauvres. » Fin de la citation. Donner dans la course au prix bas est au final le moyen le plus sûr de saboter l'économie locale et d'hypothéquer ses futurs revenus. Récapitulons.
Le dumping est une stratégie commerciale visant à s'emparer d'un marché grâce à des prix de vente bien inférieurs à la valeur normale en vigueur dans le pays importateur. La baisse de ces prix de vente est obtenue entre autres par une réduction extrême des coûts de production, allant jusqu'à exploiter les travailleurs et adopter des pratiques antisociales pour optimiser les frais de fonctionnement. Évasion fiscale, tricherie sur le produit final, pillage de matières premières, etc. Acheter un bien fabriqué via ces stratagèmes subversifs, non éthiques et souvent inhumains, contribue indirectement à les soutenir et à les faire perdurer. Au-delà même du traitement répréhensif de ces populations souvent persécutées à l'autre bout du monde, acheter un bien fabriqué via ces pratiques, au détriment des établissements locaux, participe à la déliquescence de l'économie locale. De multiples autres facteurs, tels l'évasion fiscale, entrent aussi et bien sûr en jeu. En fin de compte, le dumping remet en question nos acquis sociaux, tels la sécurité sociale, la gratuité de l'éducation, les allocations, les congés payés, l'entretien des biens publics et de manière générale, la stabilité sociale. La marge de manœuvre de l'État pour en atténuer les effets, via entre autres la mise en application de taxes anti-dumping, est au final restreinte. Enrayer ce mécanisme fourbe et vicieux passe avant tout par une prise de conscience collective du problème à résoudre. Voici une solution contre-intuitive parmi tant d'autres. Il s'agit pour le consommateur d'accepter d'acheter ses produits auprès d'entreprises locales dès lors que cette alternative existe et à condition, bien entendu, qu'ils aient été fabriqués localement. Ainsi, ces achats stimulent l'activité de proximité et entretiennent indirectement ses propres avantages sociaux. Je vous invite à écouter l'épisode de Bâtisseur du 25 octobre 2020 intitulé « Acheter, c'est voter ». La réduction de notre pouvoir d'achat, injustement accrue via la mondialisation, est l'un des prix à payer pour financer nos privilèges sociaux et pour le retour de modes de production respectueux des droits de l'homme. Exigeons par ailleurs la relocalisation des moyens de production sur notre territoire. Notons pour conclure que les adeptes du dumping ne font en réalité qu'exceller dans le jeu économique qui est le nôtre au XXIe siècle. Ils appliquent à la lettre les principes mêmes de la réussite au sein d'un capitalisme libéral qui privilégie la rentabilité avant tout et qui n'a que faire du bien-être des individus, où qu'ils soient, quels qu'ils soient. Le problème provient donc moins des joueurs que des règles du jeu, qui autorisent et même encouragent ce genre de pratique. Redéfinir les règles du jeu de notre système actuel, ou même changer totalement de système, serait une autre méthode, radicale et efficace, pour restructurer nos sociétés et nous épargner ces abus scandaleux. Ne serions-nous pas tous, au final, victimes d'un système inadéquat ? Vous venez d'écouter un épisode de Bâtisseur. Retrouvez tous les épisodes sur la chaîne YouTube.